Madame la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec, Madame la juge en chef de la Cour du Québec, Mesdames et Messieurs les juges en chef adjoints de la Cour du Québec, Monsieur le sous-ministre de la Justice, Monsieur le juge conférencier invité, Mesdames et Messieurs les juges de toute juridiction, Madame la bâtonnière du barreau du Québec et Madame la bâtonnière du barreau de Québec, Mesdames les bâtonnières, Messieurs les bâtonniers, Madame la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Madame la doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval, distingués invités, amis et collègues, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Université Laval pour cette 20e édition de la conférence annuelle Claire-Leroux-Dubé. Je m'appelle Agatha Kocholek, je suis la responsable des partenariats et des événements de la faculté de droit et c'est un bonheur pour moi d'être votre maître de cérémonie pour la prochaine heure. La conférence Claire-Leroux-Dubé est une tradition établie de la faculté de droit depuis maintenant 20 ans et nous en sommes très fiers. Donc, avant de poursuivre avec le programme principal, j'invite sans plus tarder notre doyenne, Maître Anne-Marie Laflamme, à venir vous adresser quelques mots pour vous présenter cet événement phare pour notre communauté universitaire et juridique de Québec. Merci, Agatha. Bonjour à tous et à toutes. Mes premières salutations iront à Mme Claire-Leroux-Dubé, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui écoutera certainement avec grand plaisir cette conférence à distance. Alors, bienvenue, Claire, à cet événement qui est le tien, finalement, ton événement. Je salue également l'honorable Benoît Moore, juge à la Cour d'appel du Québec et notre conférencier d'honneur. Benoît, merci d'être ici avec nous. Chers membres de la magistrature et du milieu juridique, chers collègues, chers étudiants. Au nom de la Faculté de droit de l'Université Laval, je suis très heureuse de vous accueillir à cette 20e conférence annuelle Claire-Leroux-Dubé. Depuis 20 ans déjà, cette conférence marque traditionnellement la rentrée académique et judiciaire. Quelle belle occasion de réunir dans cette salle les membres de la magistrature, les praticiens du droit, les universitaires et surtout notre belle relève étudiante. Grâce à la qualité des conférenciers et conférencières qui ont participé au fil des ans, cette conférence est devenue vraiment un événement incontournable pour toute la communauté juridique de Québec. Mais la conférence Claire-Leroux-Dubé est d'abord et avant tout l'occasion de rappeler la contribution exceptionnelle de Mme Leroux-Dubé à l'avancement du droit et à la construction d'une société plus juste et plus égalitaire. Son parcours et ses réalisations vous seront présentés dans quelques minutes par mon collègue, Maître Jocelyn Verdon. Au-delà de la juriste renommée qu'est Mme Leroux-Dubé, je tiens à saluer une personne profondément attachante et à laquelle est étroitement liée la faculté de droit, mais aussi toute la communauté juridique. Cette femme, pionnière à plusieurs égards, a été et demeure un modèle inspirant. Elle qui a soufflé hier, écoutez bien, ses 96 bougies. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Cette tribune me donne l'occasion de prononcer quelques mots de remerciement. Je remercie d'abord la professeure Marie-Claire Bello, une grande amie de Mme Leroux-Dubé, à qui l'on doit l'existence même de cette conférence et qui est à ses côtés présentement avec ses proches. Mme Mélanie Sanson, notre vice-doyenne à la recherche, qui a pris en charge le volet scientifique de l'événement. Mme Agatha Kocholek, responsable des relations avec le milieu, qui réalise chaque fois avec brio l'organisation de nos événements, contre vents et marées parfois, on l'a vu aujourd'hui, mais toujours avec le sourire et surtout avec la collaboration d'une équipe formidable. Je remercie le Barreau de Québec, avec qui nous collaborons avec tellement de plaisir et d'efficacité pour vous offrir cette journée bien remplie permettant de joindre la conférence Claire-Leroux-Dubé aux activités de la rentrée judiciaire et même au colloque Québec-Versailles. Je souhaite enfin souligner la contribution importante de notre commanditaire, le cabinet Verdon Armanda Gauthier Avocats. Ce n'est pas un hasard si ce cabinet soutient cette conférence avec autant d'enthousiasme. En effet, il entretient une relation de longue date avec Mme Leroux-Dubé, puisque c'est là où elle a débuté sa pratique du droit au début des années 50, à une époque où les femmes venaient tout juste d'entrer dans la profession. Ce cabinet visionnaire a ainsi participé à l'intégration des femmes dans la pratique du droit et à leur ascension vers les plus hauts sommets de notre profession.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis cette époque, comme le montre aujourd'hui le pourcentage grandissant des avocates, ainsi que la présence de nombreuses magistrates à la plus haute cour du pays, mais aussi à la tête de nos tribunaux, autant la Cour d'appel, la Cour supérieure que la Cour du Québec, à titre de juge en chef ou de juge en chef associé. On a effectivement une grande majorité, sinon une totalité de femmes qui trônent au niveau de la direction de tous ces tribunaux, et on en est très fiers. Enfin, je remercie... Oui, ça mérite une main d'applaudissement. Enfin, je remercie infiniment le juge Benoît Moore qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui nous livrera, et là, il ne sera pas content que je dise ça, parce qu'il est tellement humble, une conférence magistrale, et le mot est bien choisi, parce que j'ai eu le privilège d'en entendre quelques extraits en primeur. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Madame la doyenne. J'invite maintenant Maître Jocelyn Verdon, directeur associé du cabinet Verdon Armanda Gauthier Avocat, un cabinet, comme le disait la doyenne, qui a entretenu un lien tout spécial avec Madame la juge lors de sa carrière, à venir vous adresser quelques mots à son sujet, ainsi que vous présenter notre conférencier invité, l'honorable Benoît Moore, juge à la Cour d'appel du Québec. Ouf, 20 ans, 20e édition, présenté Claire Leroux-Dubé, Benoît Moore. En regardant les CV, en comparant, j'ai quand même trouvé certaines similitudes. Je n'ai pas trouvé encore autant de dissidence de la part de Benoît Moore, mais il a le temps de se rattraper. Alors, je suis vraiment honoré et privilégié de vous présenter bien humblement Claire Leroux-Dubé et Benoît Moore. Le temps dont je dispose, j'ai dû prendre des décisions. Pour vous donner une idée, juste le résumé du CV de Claire Leroux-Dubé et le résumé du CV de Benoît Moore, si je le résume, j'ai pas assez de temps. Alors, j'ai dû prendre des décisions. Alors, vous m'excuserez si je mets certains passages. Alors, une nouvelle décennie s'amorce pour cet événement marquant de la rentrée judiciaire de l'automne. Alors, comme notre pas la bâtonnière, mais la doyenne l'a fait, je voulais souligner l'anniversaire hier de Claire Leroux-Dubé. Bonne fête. Cette conférence annuelle est l'occasion de rappeler l'exceptionnelle contribution de Mme Leroux-Dubé sur la scène juridique québécoise et canadienne. Comme Maître Laflamme vous l'a dit, diplômée de la faculté de droit de l'Université Laval en 1951, avec tout ce que ça comporte, comme il faut se remettre dans le temps sur où était le rôle des avocates, ça va vous donner une idée. Cette jeune avocate fut la première à exercer la profession d'avocate dans la ville de Québec. Très rapidement, elle devient la première associée du bureau Bard Lheureux-Philippon, qui porte aujourd'hui le nom de Verdon Armanda Gauthier. En 1973, elle est nommée à la Cour supérieure du Québec. 6 ans plus tard, elle sera la première femme nommée juge à la Cour d'appel du Québec. Elle a également participé comme présidente au comité de réforme du droit de la famille au cours des années 1970. Tout au long de sa carrière, Claire Leroux-Dubé s'est illustrée par ses actions visant à abolir les inégalités sociales, à faire avancer le droit de la famille et la cause des femmes, et à faire connaître les droits des minorités. Elle a ainsi promu les valeurs fondamentales qui lui sont si chères, soit l'égalité, l'universalité, l'accessibilité à la justice. Nommée juge de la Cour suprême du Canada en 1987, elle a continué à promouvoir les principes et ses valeurs qui ont contribué à la transformation du droit et façonné la société canadienne. Ses positions dissidentes, en particulier à la Cour suprême, sont reconnues pour avoir mené à des réformes judiciaires importantes par la suite. L'égalité, me disait-elle, se rapporte à la dignité humaine. Elle l'a toujours défendue. Le profil de carrière de Claire Leroux-Dubé est particulièrement inspirant, notamment dans le cadre de la journée universitaire d'aujourd'hui, de la rentrée. J'espère que ça va vous inspirer, vous, la relève, le futur. C'est inspirant parce que ça démontre toutes les opportunités que cette fabuleuse profession vous offre, soit celle de faire la différence, en s'impliquant dans la communauté, en participant aux débats sociaux et aux discussions. Ces actions
constitue la base essentielle de tout changement et de toute évolution dans une société libre et démocratique en santé. L'honorable Claire Lerue-Dubé s'est impliquée. Elle a été une actrice importante de changement et d'évolution. Elle a fait la différence et c'est ce que cette profession vous offre. Le lien avec l'université est inspirant, car vous, les juristes, maintenant, le futur, c'est vous qui allez faire participer au débat, c'est vous qui allez soumettre des jugements, c'est vous qui allez être en désaccord avec des positions. Et de tous ces écrits, la société va s'inspirer, il va y avoir des divergences d'opinion, et de ces divergences-là vont surgir des chemins que vous aurez créés grâce aux textes que vous aurez écrits, aux positions que vous aurez prises, toujours dans le respect de l'opinion contraire. C'est ce que Claire Lerue-Dubé a fait comme femme d'exception. Elle a participé activement et généreusement aux débats sociaux et a ainsi contribué à la transformation du droit et façonné la société canadienne. Le temps presse, j'aurais pas pu m'empêcher de juste souligner et résumer, puisque Benoît Moore parle du droit à la famille et que j'ai pratiqué dans ce domaine-là longtemps, encore aujourd'hui. Le droit à la famille a connu une évolution spectaculaire au cours des 35 dernières années, comme vous le savez. Le rôle de chacun, les genres, qu'on parle de qu'importe le sujet, si on se reporte il y a 35 ans ou en 1951, on s'entend pour dire qu'il y a eu une évolution majeure. Les acteurs du monde juridique ont été les premiers et les plus importants à générer ce débat-là. Alors, Claire, merci pour tes apports, merci pour ton implication et merci pour ton legs aujourd'hui à l'Université Laval. Ce qui m'amène au juge Benoît Moore, que j'ai croisé dans la cause de Lola. Alors, il y a un lien, parce qu'à l'époque, il écrivait sur le sujet, puis juste avant la conférence, les premières fois qu'on écrivait, on se sentait extrêmement seul. On écrivait, les gens prenaient position, puis au début, tu te sens comme, tu dis, écoute, est-ce que je suis complètement hors track, comme on dit? Mais Benoît Moore m'a réconforté par ses écrits, parce que je n'étais pas le seul sur ma planète à partager certains points de vue. Alors, maintenant, présentons l'honorable Benoît Moore, qui, à sa façon, a contribué grandement au débat social par ses écrits, par ses enseignements. Juge à la Cour d'appel du Québec depuis le 22 juin 2019, Benoît Moore a précédemment été nommé à la Cour supérieure le 24 mars 2017. Il a exercé en tant que professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal de 2000 à 2017. Au cours de sa carrière universitaire, il a occupé plusieurs postes de gestion, notamment doyen par intérim de la Faculté de droit de 2014 à 2015. Il a été vice-recteur associé aux relations avec les diplômés. En 2006, il est devenu le premier titulaire de la chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil. Le juge Moore a participé à la rédaction ou dirigé plusieurs volumes, dont le Code civil du Québec, annotations et commentaires. J'ai dû couper certaines choses quand même, m'excusez. Le droit des obligations, la responsabilité civile avec Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers. Il est l'auteur de plusieurs autres articles et a prononcé ici et à l'étranger de nombreuses conférences en droit civil, notamment en droit des obligations et en droit de la famille. Il a été également professeur invité à de nombreuses reprises dans plusieurs universités, que ce soit Bordeaux, Liège, Montpellier, Keio à Tokyo, etc. Il est, depuis 2014, également président de la section québécoise de la Société Henri Capital. Ami de longue date de la Faculté de droit de l'Université Laval, l'honorable Benoît Moore nous présente aujourd'hui une conférence sur la transformation du rôle du droit dans la famille. Sans plus tarder, je cède la parole à Benoît Moore et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci à Mme la doyenne et Maître Verdon pour cette présentation dont je mettrai sur le compte de l'amitié les propos un peu exagérés à mon endroit. Bienvenue donc à tous et à toutes, et une salutation bien particulière, bien sûr, à la juge Lerue-Dubé, à qui donc je souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, permettez-moi d'abord de dire combien je suis heureux et honoré que la Faculté de droit de l'Université Laval, sa doyenne, Anne-Marie Laflamme, et ses collègues, les professeurs Anne-Marie Savard et Mélanie Sanson, aient pensé à moi pour prononcer la très prestigieuse conférence Claire Lerue-Dubé. Prestigieuse, cette conférence l'est par les conférencières et conférenciers qui m'ont précédé
et dont la liste, je vous dirais, donne le vertige. Heureusement que je n'ai pas vu la liste avant d'accepter. Mais prestigieuse, cette conférence l'est d'abord et avant tout par le nom qu'elle porte. C'est un honneur pour moi de rendre un hommage bien modeste à cette immense juriste qu'est Claire L'Heureux-Dubé. Si j'ai eu le plaisir de la rencontrer que bien trop rarement, ses écrits, surtout judiciaires, mais pas que, m'ont beaucoup inspiré et nourri mes réflexions et recherches, tout particulièrement en droit de la famille. C'est donc tout naturellement ce domaine que j'ai ciblé en souhaitant lier l'évolution du rôle du droit de la famille, du droit dans la famille à l'œuvre de Claire L'Heureux-Dubé. Mes propos brosseront donc un portrait très général de l'évolution du droit de la famille au cours, disons, des 65 dernières années, soit à peu près la carrière de Mme L'Heureux-Dubé, laquelle a été admise au barreau en 1952. Les spécialistes du domaine, et j'en vois beaucoup, n'y apprendront probablement rien ou peu, mais j'espère que cela permettra aux autres, et notamment aux membres de la communauté étudiante, que je sais nombreuses aujourd'hui et de qui je m'ennuie depuis la fin de ma carrière académique, d'avoir un aperçu général du rapport entre droit et famille au Québec. De manière schématique, je présenterai cette évolution par le rôle que joue le droit dans la famille autour de 3 périodes qui, certes, se chevauchent, mais donnent un portrait impressionniste. L'érosion du droit comme étant un protecteur de la famille institutionnelle au nom de la société ou de l'intérêt de la société. On pense à un droit comme agent protecteur de l'égalité des membres vivant dans la famille, puis au droit comme protecteur de l'égalité des différentes familles. Nous verrons que la juge L'Heureux-Dubé a été impliquée très tôt et longuement dans cette évolution. Alors d'abord, l'érosion du droit comme étant un agent protecteur de la famille institutionnelle au nom de l'intérêt social. Le droit de la famille a d'abord et longtemps été fondé sur un modèle unique qui, dans un dessein, je dirais, prophylactique, se voulait une loi unique, pédagogique, dressant les mœurs, pour reprendre la formule du professeur Lemoulin. Ce droit, il est inégalitaire, il est fondé sur une double puissance paternelle, maritale. C'est cette conception de la famille-autorité, laquelle réside dans la réunion de personnes autour d'un chef, veillant à son unité et à sa direction, qui est consacrée dans notre ancien code en 1866. Au-delà de cette conception inégalitaire de la famille, c'est l'importance du caractère institutionnel de celle-ci qui marque cette période. Le droit entend d'abord et avant tout protéger la stabilité et la paix des familles en imposant un modèle unique, le mariage, comme fondement du couple et comme fondement de la filiation. L'influence de l'Église y est alors omniprésente, bien plus qu'en France, où le mariage est reconnu depuis les idées révolutionnaires en 1791 comme étant un contrat. Au Québec, la famille est affaire de religion. Cette conception de la famille, basée sur la tradition, sur l'autorité d'un chef, sur l'influence dominante de la religion, va évidemment progressivement s'éroder au 20e siècle, tout particulièrement à compter des années 60, donc le début de la carrière de la juge L'Heureux-Dubé, par des phénomènes aussi nombreux que connus, la diminution progressive de l'autorité sociale de la religion, la libération sexuelle, la revendication par les femmes de l'égalité, et ainsi de suite. Ces phénomènes vont progressivement affecter tout à la fois le caractère institutionnel et le caractère religieux de la famille. J'en donnerai 3 exemples. La première est plus anecdotique, mais symboliquement importante ou très forte. Les 2 autres vont illustrer les 2 périodes qui vont suivre. Alors d'abord, l'adoption en 1968 de la loi concernant le mariage civil. Les plus jeunes l'ignorent, mais cette loi, 1968, a pour effet d'ajouter aux célébrants du mariage, lesquels alors étaient uniquement religieux, un officier civil. Cette création d'une célébration civile sera parallèle au maintien de la célébration religieuse qui est toujours reconnue comme valant pour le mariage civil. L'Église achète ce compromis puisque ça permet de ne pas être écarté de cette célébration. La suite donne raison à l'Église puisque malgré l'affaiblissement de la religion, le mariage civil
peine à s'établir. Les statistiques sont assez éclatantes. En 1981, ils ne représentent que 20 des mariages. En 1999, que 29 des mariages. La progression va s'accélérer à compter de 2002, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas très romantique. Il fallait se marier au palais de justice devant un greffier. Alors, il y a des choses plus jolies que ça. Alors, en 2002, on privatise, on sort le mariage du palais de justice, on étend à des célébrants, notaires, entre autres, et à toute personne désignée par le ministère de la Justice, notamment des maires, mais cette disposition sera interprétée largement, et on sait que depuis, le père, la mère, le frère, l'ami peut célébrer un mariage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 37 des mariages sont des mariages religieux et 30 sont des mariages célébrés par un célébrant privé ou désigné. Quoiqu'à bien des égards symboliques, cette réforme participe d'une manière éclatante à la désinstitutionnalisation, je me suis pratiqué ce matin, de la famille, puisque la célébration du mariage n'est plus nécessairement l'affaire de l'État, d'un officier mandaté en fonction de son statut. La deuxième illustration est bien sûr l'avènement du divorce, qui, au Québec, jusqu'à l'adoption de la première loi sur le divorce, en 1968, on voit que les dates sont similaires, le divorce devait procéder par une loi privée ou, depuis 1963, par une résolution du Sénat. Donc, cette loi sur le divorce, à propos de laquelle Mme L'Heureux-Dubé signe un texte remarqué dans les cahiers de droit en 1969, affecte profondément le caractère institutionnel du mariage. Mais surtout, cette loi obligera les législateurs à progressivement abandonner sa vision du droit centré sur la protection de la stabilité du mariage et de l'institution pour aménager un droit qui prend en compte les effets de la désunion. D'un droit visant la protection de la société, on se pointe vers un droit visant la protection des membres de la famille. Ce sera la deuxième période sur laquelle je reviendrai donc dans quelques instants. La troisième illustration de la désinstitutionnalisation est l'abrogation en 1980 de l'illicité de l'union de fait. L'union de fait, à l'époque, était illicite en ce qu'on limitait les donations entre conjoints, on traitait inégalement les enfants. Donc, en 1980, l'abrogation de ces règles et la reconnaissance de l'égalité des enfants vient donc donner un modèle concurrent au mariage. Ce changement législatif est en phase avec l'évolution de l'union de fait qui s'impose à l'époque progressivement comme un mode de vie non seulement accepté, mais qui concurrence le mariage. Et ce phénomène sera l'objet de la troisième période. Donc avant, deuxième période, le droit se déplace vers un droit protecteur de l'égalité des membres de la famille. Alors cette désinstitutionnalisation progressive de la famille amène le législateur à recentrer donc le rôle du droit vers l'égalité entre les composantes de ce groupe, de la famille. Le droit s'attarde alors à la protection des membres de la famille, d'abord en leur assurant une égalité juridique entre eux, puis en veillant, si ce n'est à assurer une égalité économique, à tout le moins à y tendre, en aménageant des règles de droit afin de prendre en compte les conséquences économiques de la désunion dorénavant libéralisée. Sur ces deux aspects, le rôle de la juge L'Heureux-Dubé est plus que significatif. D'abord, l'égalité juridique, je serai très bref parce que c'est de l'acquis, du moins historique. Cet aspect est bien connu et est essentiellement le fruit de la réforme de 1980. Il n'est pas inutile de rappeler, et Maître Verdon l'a fait avant moi, que la juge L'Heureux-Dubé a agi à titre de présidente du Comité du droit de la famille de l'Office de révision du Code civil, l'ORCC, dont le rapport a profondément inspiré cette réforme, et je dirais que c'est un euphémisme. Cela permet d'ailleurs au professeur Marie-Claire Belleau et François Lacasse, dans l'introduction qu'ils signent à l'ouvrage en l'honneur de la juge L'Heureux-Dubé, de lui attribuer la maternité d'un des principes fondamentaux de cette réforme, soit l'égalité des conjoints. La professeure Mary-Jane Mossman, dans le même ouvrage, ajoute que la jurisprudence de la juge L'Heureux-Dubé en matière d'égalité dans la famille est reconnue comme l'une de ses principales contributions. Cette égalité est d'abord reconnue dans le couple. Alors, on le sait, c'est ce qu'on appelle la charte des époux. Ils dirigent ensemble les charges du mariage, ils choisissent la résidence familiale. On oublie
un élément très important, le nom de famille des époux, c'est neutre, les deux époux gardent en mariage leur nom, qui est symboliquement une modification très forte. Cette égalité, c'est aussi l'égalité des parents à l'égard des enfants et des enfants entre eux. En 1977, on écarte la puissance paternelle, on reconnaît l'autorité parentale. En 1980, on complète cette réforme, entre autres sur le choix du nom de famille de l'enfant. Et là aussi, le Québec se distingue. Il est un des seuls endroits au monde où on peut avoir des noms de famille différents, même si statistiquement, on a de la difficulté à savoir si c'est fréquent ou existant. Mais les parents peuvent toujours choisir le nom du père, de la mère ou une mixité des deux, et ce pour chacun des enfants. Mais le véritable défi du droit de la famille se situe toutefois dans la réponse à la libéralisation et l'augmentation des divorces, et donc dans l'égalité économique. Évidemment, pas une égalité parfaite, mais une protection économique. Tant que le couple est uni, l'égalité économique entre les conjoints n'est pas un réel enjeu. Mais lorsqu'une rupture survient, l'interdépendance économique découlant de l'union pose un problème sociétal important. L'apport de la juge L'Heureux-Dubé sur cette question est majeur. On pourrait citer plusieurs arrêts. Par exemple, sa dissidence dans l'arrêt Thibodeau, où elle conclut que la règle fiscale d'inclusion-déduction des aliments pour enfants contrevenait à l'article 15 de la Charte. Elle était dissidente. Le législateur lui a donné raison par la suite. On pourrait aussi penser à l'arrêt Willick, lequel met en exergue, avant l'adoption des lignes directrices en cette matière, la difficulté de bien estimer les besoins des enfants et les coûts cachés de la garde. Mais évidemment, l'arrêt qui vient immédiatement en tête, peut-être son plus célèbre d'entre tous, est sans nul doute l'arrêt Moge. Dans la biographie de Mme L'Heureux-Dubé, écrite par Constance Backhaus, Julien Despain, grand spécialiste du droit de la famille, n'hésite pas à affirmer qu'il s'agit là d'un des jugements les plus marquants en droit de la famille dans les 100 dernières années et qu'il constitue l'arrêt le plus important, toute matière confondue, de la juge L'Heureux-Dubé. Elle-même, d'ailleurs, dans ce même ouvrage, dit de cet arrêt « I put all my art and all my knowledge in Moge. It came from my experience with clients in family law during my time on Superior Court and Court of Appeal. It was so natural for me. It was the feel I knew. I think if I hadn't written Moge, it will never have been written. It's my art. » Cet arrêt, on s'en souvient, porte sur l'obligation alimentaire entre conjoints et la philosophie qui sous-tend la loi sur le divorce en cette matière. Avant Moge, le modèle de la rupture nette, le clean break, dominait les esprits. L'obligation alimentaire avait pour objectif principal de rendre le créancier alimentaire autonome, objectif qui était perçu comme une conséquence de l'égalité des conjoints. L'arrêt Moge marque un tournant décisif sur la question en consacrant l'importance de tous les objectifs prévus à la loi sur le divorce et en reconnaissant un aspect compensatoire à l'obligation alimentaire qui peut survivre à l'autonomie économique. Dans cet arrêt, la juge L'Heureux-Dubé remet en question la dichotomie classique entre mariage traditionnel et mariage moderne, reconnaît que le divorce et le modèle de l'indépendance économique présumée participent au phénomène de la féminisation de la pauvreté et incite les tribunaux à prendre connaissance d'office de ce phénomène, tout un programme. Cet arrêt, qui contient de véritables pages d'anthologie sur les conséquences socio-économiques des divorces au Canada, pour reprendre la formule du professeur Dominique Goubeau, a eu un immense impact, pas uniquement sur l'obligation alimentaire stricto sensu, mais sur le rôle du contexte social dans le droit de la famille. C'est d'ailleurs à l'utilisation de travaux des sciences sociales et la connaissance d'office de certains phénomènes qui y sont établis, principe qu'elle réitère dans Willick, qu'elle réitère dans un article publié dans la Ottawa Law Review, où elle dit que c'est tout particulièrement important en droit de la famille, car, dit-elle, les assumptions sont souvent fondées sur des normes et des valeurs masculines. C'est donc sur ce principe qui provoque peut-être la plus grande controverse. Néanmoins, comme l'affirme la professeure Louise Langevin, la juge L'Heureux-Dubé a fait le chemin en cette matière. Si cet arrêt, de même que Willick,
ou la dissidence d'Antibodo tend sans nul doute à favoriser la protection du conjoint économiquement vulnérable en raison de l'interdépendance économique découlant du mariage, il reste que, comme l'affirme la juge Rudubé elle-même, l'obligation alimentaire ne saurait constituer un partage de biens. Sur ce champ, c'est bien sûr aux législateurs provinciaux d'agir, lesquels vont le faire de différentes façons. Le droit québécois se distingue en ce que si la répartition des richesses du couple se fait d'abord par l'introduction, à peu près en même temps que la loi sur le divorce, du régime légal supplétif de la société d'acquêt, c'est par la suite sur un régime impératif que se fondera la politique du droit québécois en la matière. C'est ainsi qu'en 1980, on introduit la prestation compensatoire, qui aura un succès mitigé jusqu'à l'intervention de la Cour suprême en 1990. Mais le législateur va aller plus loin et, en 1989, va établir un partage obligatoire de certains biens, c'est le patrimoine familial. Nul besoin de rappeler le contenu de cette mesure qui, pour les étudiants qui ne le sauraient pas encore, prévoit la constitution d'un ensemble de biens importants dont la valeur, après certains calculs, vous en raffolerez, je vous rassure, est impérativement partagée entre les conjoints sans égard à la propriété. Il s'agit d'une mesure qui, à l'époque, fut contestée, incarne mieux que tout autre la vision solidariste du droit de la famille québécois et du rôle que joue dorénavant le droit dans la famille, c'est-à-dire la protection du conjoint économiquement vulnérable. La protection du mariage ne s'impose donc plus pour des raisons morales. La législation sur le mariage s'impose pour la protection des conjoints contre les effets socio-économiques du mariage et surtout du démariage. Mais ce rôle s'exerce par ailleurs a priori dans le cadre de la seule conjugalité institutionnalisée par le mariage. Certes, cela n'est plus totalement vrai pour les enfants, l'égalité de ceux-ci étant reconnue, mais il demeure, comme le notait Maître Verdon dans un remarquable texte de 1998, que la forme de conjugalité des parents peut encore avoir des effets sur les enfants. Mais en matière de conjugalité, cette protection passe nécessairement par le mariage. Or, si, comme le soulignait le professeur Goubeau à l'époque où essentiellement tous les couples étaient mariés, lorsque le législateur intervenait dans le mariage, bien, il intervenait dans la famille. Or, maintenant, il intervient dans la famille mariée, qui représente de moins en moins de personnes, et c'est la troisième période, c'est-à-dire le droit qui doit agir comme protecteur de l'égalité des familles et la montée en force de l'autonomie individuelle. Alors, cette troisième période est la plus riche. Elle débute timidement dans les années 70, mais prend véritablement son envol, d'abord par la voie judiciaire dans les années 90. Elle est la résultante du fait que le droit n'impose plus au nom de l'intérêt social une figure unique à la famille. En conséquence, le droit doit alors veiller à l'égalité de ces familles, de cette pluralité de modèles familiaux. Cela soulèvera toutefois la difficile question, non encore résolue, de l'arrimage entre, d'une part, le rôle de protection des membres de la famille que nous venons de voir, et d'autre part, du respect de leur liberté. Le phénomène de la montée en puissance de la volonté individuelle, d'aucuns parlent de privatisation de la famille, touche l'ensemble du droit de la famille. J'aurais pu parler de la filiation, tout particulièrement dans le contexte des réformes de 2022-2023. Mais je vais limiter mes propos à la conjugalité, où la part de la juge Lereux-Dubé est particulièrement importante, et je le ferai avec la question de l'union de fait en soulevant deux aspects. L'égalité entre les conjoints de fait et les époux à l'égard des relations avec l'État ou les tiers, incluant l'égalité des conjoints de même sexe, et la question de l'application du régime du mariage aux conjoints de fait. Nous avons vu dans la première partie que la position du droit face à l'union de fait se transforme en 1980, lorsque celui-ci abandonne tout jugement à son égard, tout jugement moral à son égard. Parallèlement à cela, l'union de fait prend une importance sociologique et s'impose au Québec comme un mode de vie non seulement accepté, mais qui menace l'ascendance du mariage. De 8 % des couples en 1981, l'union de fait représente plus de 43 % des couples en 2021, faisant du Québec l'un des endroits au monde où ce pourcentage est le plus important. Cette concurrence au mariage fondée sur l'égalité et la liberté impose un changement d'attitude de la part du législateur.
À partir des années 70, il étend aux unions de fait les avantages accordés par certaines lois aux époux, par exemple en matière d'accidents du travail ou de la route. Cette reconnaissance va s'accentuer dans les années 80 et 90, entre autres par l'intervention des tribunaux, au terme de l'article 15 de la Charte. Non seulement acceptons donc l'existence d'une pluralité conjugale, mais l'on assiste sur la base des chartes à une égalisation de statut entre les différents types d'unions. Cette égalité s'est ensuite déplacée à la fin des années 90 et au début des années 2000 vers les unions homosexuelles, lesquelles vont être traitées également face aux unions de fait hétérosexuelles et puis vont obtenir évidemment la reconnaissance du mariage de même sexe en 2005. Même le terme conjoint est présumé aujourd'hui, depuis 2002, dans nos lois, inclure le conjoint de fait. Donc, même le vocable ne fait plus de différence entre conjoint, époux, chum ou blonde. Il participe ainsi à reconnaître que le statut matrimonial n'est plus un marqueur social déterminant. La juge L'Heureux-Dubé contribue de façon plus que significative à cette évolution sur le fondement d'une conception fonctionnaliste de la notion de famille. Elle le fait d'abord dans sa dissidence dans l'arrêt Mossop en 1993, qui portait sur la validité au regard de la loi canadienne sur les droits de la personne d'une clause d'une convention collective du gouvernement fédéral qui reconnaissait un congé dans le cas du décès de son conjoint de fait hétérosexuel. Dans cet arrêt, la juge L'Heureux-Dubé conclut que la discrimination interdite sur le fondement de la situation de famille ne se limitait pas aux seules familles qui ont un statut juridique reconnu. Elle ajoute que la famille ne se limite pas à la seule famille traditionnelle comportant un homme, une femme, mariés avec des enfants. Et elle adoube cette approche fonctionnelle ou fonctionnaliste permettant de dresser un tableau plus juste d'un plus grand nombre de groupes familiaux qui partagent des caractéristiques jugées essentielles dans des contextes spécifiques. Elle sera encore dissidente dans l'arrêt Egan en 1995, cette fois avec 3 autres collègues, donc elle attire vers elle de plus en plus de collègues, où elle juge que l'exclusion du conjoint de même sexe dans la définition de la loi sur la sécurité de la vieillesse est une discrimination non justifiée sur le fondement de l'orientation sexuelle. L'on apprend dans sa biographie que ses dissidences en faveur de la communauté LGBTQ+, lui ont d'ailleurs valu le surnom de Queen of the Gays. Elles auront aussi indéniablement participé à l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, laquelle culmine en 1999 dans l'arrêt M. Contrache, où elle souscrit au motif de ses collègues Corey et Iacobucci, et où la Cour, par une majorité de 8 juges contre 1, conclut que la limitation de l'obligation alimentaire entre conjoints de fait en Ontario aux seuls conjoints de fait hétérosexuels était discriminatoire. Mais également sur l'union de fait en général, la juge L'Heureux-Dubé signe une forte opinion concurrente dans l'arrêt Miron contre Trudel, rendu le même jour que l'arrêt Egan, et qui marque, comme l'affirme le professeur Goubeau, un tournant décisif quant au statut des conjoints de fait. Dans cet arrêt, la Cour, par une majorité de 5 juges contre 4, conclut que la limitation aux seuls conjoints mariés de l'indemnité de la loi sur les assurances ontariennes était discriminatoire sur le motif analogue de l'état matrimonial. Tout comme sa collègue, la juge McLaughlin, qui signe l'opinion majoritaire, la juge L'Heureux-Dubé remet en question le fondement volontariste de la distinction entre régime légal du mariage et de l'union de fait. Cette série d'arrêts auxquels la juge L'Heureux-Dubé joue un rôle déterminant participe à consacrer l'union de fait comme un mode alternatif de conjugalité. Si l'arrêt Miron, tout particulièrement, établit la nécessité de traiter les conjoints de fait comme les couples mariés dans leur relation avec les tiers, au nom d'une logique de similitude fonctionnelle, la question toutefois des effets entre les conjoints demeure. L'union de fait a rejoint le droit et il revient au législateur de concilier son objectif de protection du conjoint vulnérable d'une part et du respect de la liberté des conjoints de fait d'autre part. Cette question, on le sait, a été soumise à la Cour suprême dans le célèbre affaire connue sous le nom d'Éric Contre-Lola, Maître Verdon en a parlé, avec le résultat très divisé que l'on connaît, résultat qui, depuis, nourrit un débat sociétal important et une volonté de réforme récemment réitérée par le gouvernement actuel. Mais ce n'est pas de cet arrêt dont je veux vous parler aujourd'hui, puisque la juge L'Heureux-Dubé avait quitté la Cour suprême à ce moment-là, mais plutôt 2 illustrations de son apport à ce débat, et ce sera mes derniers propos.
La première illustration est le rapport de l'Office de révision du Code civil, dont elle présidait le Comité sur la famille, comme vous le savez, lequel proposait dès 1976, à l'article 338, de reconnaître la possibilité au tribunal, si des circonstances exceptionnelles le justifiaient, d'ordonner à un époux de fait, c'était la façon dont on s'exprimait à l'époque, de verser des aliments à l'autre après la cessation de la vie commune. On le sait, toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Québec, le reconnaissent maintenant, l'Ontario l'ayant fait dès 1978. Au Québec, 47 ans après le rapport de l'ORCC, la question divise encore profondément la société. L'on voit ainsi, sans nul doute, la grande modernité de la vision de la juge Lerue-Dubé. La seconde illustration est sa très forte dissidence dans l'arrêt Walsh. On se souviendra que cette affaire portait sur la constitutionnalité de l'exclusion des couples non mariés dans la définition de conjoint de la loi sur les biens matrimoniaux, donc la loi qui vise le partage des biens matrimoniaux, de la Nouvelle-Écosse. Une majorité de 8 juges a conclu que la solution retenue dans Miron, c'est-à-dire l'égalité entre conjoints de fait et conjoints mariés, ne s'appliquait pas pour les effets économiques entre les conjoints. Pour ces juges, si les couples qui se marient acceptent librement les droits et obligations réciproques qui découlent du mariage, il convient aussi de respecter le choix des conjoints de fait de ne pas se marier. La juge Lerue-Dubé est la seule à conclure que cette distinction entre conjoints mariés et conjoints de fait est discriminatoire. Dans ce qui constitue ses derniers motifs en droit familial, elle conclut que les conjoints de fait ont historiquement souffert et continuent de souffrir, dans une certaine mesure, de désavantages liés à l'absence de lien matrimonial. Cette dissidence me semble constituer l'illustration la plus aboutie de sa conception fonctionnaliste de la famille. Famille qui, pour elle, ne peut se confondre avec le mariage. Celui-ci et l'union de fait constituent deux types d'unions fonctionnellement équivalents et, à la rupture, les besoins des conjoints sont les mêmes. Elle écrit, et je citerai un court passage, « Vu le nombre grandissant d'unions de fait hétérosexuelles comme cadre d'éducation et de socialisation des enfants et comme type d'interdépendance économique, émotive et sociale, il est impérieux de conférer une certaine reconnaissance à l'égalité fonctionnelle des couples mariés et des couples hétérosexuels non mariés. La famille n'est désormais plus une institution réservée aux personnes mariées. En faisant l'abstraction de cette matrice, parce que 2 de ses membres ne sont pas mariés, on ignore la réalité sociale que les couples mariés et les couples non mariés vivent la même situation d'interdépendance. Contrairement à la majorité, elle refuse donc de voir dans la volonté une explication à la différence de régime entre les types d'union, tant parce que ces différences ne sont pas nécessairement connues, selon elle, qu'elles ne sont pas nécessairement le fondement de la décision de se marier ou non, ou encore parce qu'un seul des conjoints souhaite se marier. Que l'on souscrive ou non à l'opinion de la juge Lerue-Dubé, cette dissidence est remarquable d'actualité et de nuance. On connaît tous la très grande sensibilité du débat entourant l'encadrement de l'union de fait au Québec. Dans une vie antérieure, j'ai déjà commis certains textes dans lesquels j'exprimais mes idées sur le sujet. Je m'abstiendrai évidemment de dire si je suis encore d'accord avec moi. Mais plusieurs solutions sont sur la table, que ce soit le statu quo, l'application en tout ou en partie du régime du mariage à l'union de fait, ou encore, comme le proposait le remarquable rapport consultatif sur le droit de la famille, présidé par mon ancien collègue et toujours ami, professeur Roy, une distinction fondée sur la présence d'enfants plutôt que sur le statut matrimonial. Mais dans tous les cas, il me semble que les réflexions de la juge Lerue-Dubé sur le sujet ne peuvent et ne doivent être oubliées. Bien que l'on affirme souvent que le droit est à la remorque des changements sociaux, il m'est apparu manifeste une fois encore en préparant cette conférence qu'il peut aussi, par son discours, par les valeurs qu'il porte, être un acteur de ce changement. Le droit de la famille en offre plusieurs illustrations et les écrits de la juge Lerue-Dubé y ont contribué de manière plus que significative. Son legs est immense, tout autant que la dette que nous avons à son endroit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le juge, pour cette conférence fort intéressante. Afin de conclure l'activité, j'invite Maître Marie-Ève Giroux, candidate à la maîtrise en droit et avocate recherchiste à la Cour d'appel du Québec, à venir vous adresser le mot de la fin.
Agatha. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier chaleureusement le juge Moore pour la conférence très éclairante qu'il vient de nous livrer. Je pense parler au nom de toutes et tous en disant qu'elle nous aura permis d'en apprendre davantage, non seulement sur l'évolution du droit de la famille, mais aussi sur l'importante contribution de la juge Leroux-Dubé à celle-ci. Le portrait qu'a brossé le juge Moore, en découpant l'histoire du droit de la famille en 3 temps, nous permet en effet de comprendre la façon dont le droit a accompagné les profondes transformations qu'a vécues la famille au Québec. D'abord, protecteur du caractère institutionnel de la famille, le droit s'est ensuite employé à assurer l'égalité de ses membres, puis, désormais, celle des différents modèles familiaux. On remarque l'influence de la juge Leroux-Dubé sur la transformation du rôle du droit, plus particulièrement dans les 2 dernières périodes identifiées par le juge Moore, notamment en ce qui concerne la consécration de l'égalité des conjoints entre eux. On peut penser ici à l'arrêt Moge, évidemment, ou encore la reconnaissance de la légitimité de l'union de fait comme mode de conjugalité. La présentation du juge Moore nous permet également d'entrevoir les différentes postures adoptées par le droit par rapport aux changements sociaux, prenant parfois simplement acte des évolutions de notre société. Le droit peut aussi s'en faire le catalyseur. Dans cette perspective, l'arrêt M contre H, portant sur la discrimination vécue par les couples de même sexe, a, pour reprendre les mots du professeur Jean-François Gaudreau-Desbiens, accéléré la consécration juridique d'un consensus social émergent et possiblement contribué à consolider ce consensus. Bref, comme l'a mentionné le juge Moore, le droit n'est pas condamné à être à la remorque des changements sociaux. Permettez-moi d'insister davantage sur ce dernier point. Le panorama qu'on a eu l'occasion d'entendre aujourd'hui fait en effet ressortir toute la beauté, mais aussi toute la responsabilité du rôle que nous pouvons jouer en tant que juristes dans notre société, celui d'actrices et d'acteurs de changement. Les réflexions et les perspectives uniques qui nous proviennent de notre formation et de notre pratique du droit nous permettent effectivement d'apporter un autre éclairage sur certains enjeux sociaux. Ainsi, tout en respectant le rôle qui est le nôtre dans une démocratie, que ce soit en tant qu'avocat, que notaire ou que juge, nous pouvons et même devons, à l'instar de la juge Leroux-Dubé, participer nous aussi au débat public. Ce ne sont d'ailleurs pas les problématiques sur lesquelles se pencher qui manquent. On peut penser notamment au changement climatique ou aux inégalités socio-économiques grandissantes. Peu importe les causes que nous choisirons d'embrasser, peu importe le chemin que nous poursuivrons dans nos études ou notre carrière, je nous souhaite une chose, être à la hauteur du modèle de conviction et d'intégrité intellectuelle que la juge Leroux-Dubé nous donne. Merci.